Elle avait été annoncée et elle est entrée en vigueur hier. La hausse du prix de l'électricité de l'ordre d'un peu moins de 10% risque de plomber les factures des ménages français en 2024. Comment expliquer cette augmentation alors même que la France est la première exportatrice d'électricité en Europe? Et que nous dit-elle du fonctionnement de ce marché très spécifique de l'électricité? Nous en parlerons en deuxième partie d'émission dans une vingtaine de minutes. Et on enchaîne sur le deuxième sujet de cette émission. Mais pourquoi donc les prix de l'électricité continuent-ils d'augmenter? Pour tenter d'y voir plus clair, nous recevons Anne de Bréjas, ingénieure économiste sur le système électrique à EDF et porte-parole du syndicat Sud Énergie. Bonjour Anne de Bréjas. Bonjour. Avec nous également Anna Criti, vous êtes professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine et membre du Centre de géologie de l'énergie et des matières premières rattaché au laboratoire d'économie de Dauphine. Bonjour et bienvenue Anna Criti. Bonjour. Alors depuis le 1er février, hier donc, les factures d'électricité devraient s'alourdir d'environ un tout petit peu moins que 10%, une augmentation que le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, avait annoncée et justifiée sur le plateau de TF1 le 20 janvier. On l'écoute. Alors, la facture d'électricité sur les tarifs heure pleine, heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. C'est-à-dire que pour 97% des ménages français, l'augmentation sera sous les 10%, comme je m'y étais engagé. Ça veut dire que pour un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité, ce sera 5 € en moyenne par mois. Et pour le ménage dont on a vu l'illustration, qui se chauffe à l'électricité, qui a 2 enfants, qui a une maison individuelle, ce sera en moyenne 18 € par mois. Alors c'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et puis pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte. Nous revenons à la normale. Justement, vous sortez progressivement de ce bouclier tarifaire. Est-ce qu'il y a d'autres hausses qui vont se profiler? Non, c'est progressif. Je fais très attention et nous avons voulu faire très attention. C'est pas la dernière. Mais c'est la dernière hausse de cette taxe sur l'année 2024. La prochaine sera au 1er février 2025. Nous reviendrons à la situation qui était celle avant le bouclier tarifaire. Nous faisons les choses progressivement et je le rappelle, nous avons pris en charge la moitié de la facture des ménages pendant la crise énergétique. Aucun autre État européen ne l'a fait. Nous avons beaucoup protégé. Nous revenons à la normale. Il faut aussi protéger nos finances publiques parce que si demain il y a à nouveau une pandémie ou une autre crise, on sera bien content de pouvoir protéger les Français, les salariés et les entreprises. Alors on entendait Bruno Le Maire donc, qui annonçait cette fameuse augmentation des prix de l'électricité et plus précisément une augmentation du tarif réglementé de vente de l'électricité, le fameux tarif bleu que payent 20 millions de Français. Anna Criti, est-ce que vous pourriez parler, comme le dit Bruno Le Maire, d'un retour à la normale? Est-ce que c'est ça dont il s'agit? C'est vrai que c'est bizarre de parler d'un retour à la normale. Quelle est la normalité en fait? Après, je pense que de façon plus précise, là, il s'agit de la marge de manœuvre qui avait été prise lors de la crise de l'énergie. Et cette marge de manœuvre est une accise sur l'électricité, donc une forme particulière de fiscalité qui avait été baissée à son minimum légal, donc de 1 € par mégawattheure, qui aujourd'hui a été donc ramené à 21 €, mais qui de fait, dans sa valeur normale, si on regarde le passé, après on n'est pas à l'abri d'autres décisions, est de 32 € par mégawattheure. Donc nous sommes un peu au milieu du chemin et sur l'affirmation de revenir à la normale, c'est plutôt la sortie progressive des aides qui ont été prises pendant la crise énergétique qui en fait, maintenant, cède les pas à une exposition plus forte des ménages au prix de l'électricité via en particulier la partie fiscale. Et ensuite, sur le fait de dire que si on fait l'analyse des arguments portés, après on en discutera, si l'idée c'est de dire que cette partie va aider la transition énergétique sur laquelle les besoins d'investissement il est incontestable. C'est là est à voir parce que dès qu'on parle de taxes, on sait bien que les taxes rentrent dans les budgets de l'État et ne peuvent pas être fléchées.
Alors on va reparler évidemment du financement de cet investissement qui est très important dans le contexte qui est le nôtre actuellement. On en parlait en première partie d'émission. Anne de Bregès, pour qu'on comprenne bien les termes qu'on emploie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas sorti du bouclier tarifaire, c'est une diminution progressive, mais on est toujours dans un système un peu gonflé aux aides. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Alors on peut le dire comme ça par rapport à une exposition brutale au prix du marché d'électricité. Encore une fois, c'est la question de la normalité. Mais voilà, c'est la question de la normalité. Enfin, quand même, depuis 3 ans, on aura les tarifs réglementés de l'électricité, donc ce que payent les consommateurs, auront augmenté de 45%, et on sait que ça va continuer puisque l'accise va continuer à augmenter. Donc, si plus 45% en 3 ans, c'est la normale, je trouve ça un peu curieux. Et l'autre chose, c'est que aujourd'hui encore, et malgré les aides, on paye pour la partie production d'énergie plus de 2 fois ce que ça coûte à produire l'électricité en France. Donc la vraie question, c'est là. Pourquoi est-ce qu'on considère comme revenir à la normale le fait de payer plus de 2 fois ce que ça coûte ? Est-ce que, Anna Créti, on peut revenir aussi sur cette augmentation dont Anne de Bregès parlait de 45%. À quoi elle est due, cette très très forte augmentation qu'on connaît depuis 2-3 ans ? Est-ce que c'est uniquement lié au choc exogène qu'on connaît bien, la guerre en Ukraine, maintenant le conflit au Proche-Orient qui vient aussi changer la donne, mais quelle est la part des chocs exogènes et quelle est la part, comme l'évoquait Anne de Bregès, du fonctionnement même du marché qui fait qu'on paye un prix qui n'est pas celui du coût de la production de l'électricité ? Alors c'est vrai que si on regarde un peu la perspective historique, on va peut-être mettre quelques repères un peu dans les temps. Les prix de l'électricité, si on regarde dans les 15 dernières années, n'ont fait qu'augmenter. Alors cela reflète plusieurs tendances. N'oublions pas que dans nos factures, nous avons une composante énergie, une composante dont on parle aujourd'hui taxation, et une composante rémunération des réseaux. C'est ça, il y a 3 facteurs qui expliquent le prix de l'électricité. Et donc ces 3 facteurs ont bougé les longs de ces 15 années de façon différente. Alors pour ce qui concerne l'exposition à ce qu'on a toujours un peu de mal à expliquer pourquoi donc on a un prix de l'énergie déconnecté du prix qu'on a dans la facture, c'est vrai qu'on a un système d'échange qui constitue les noyaux du marché de l'électricité européen, qui est fait donc d'échanges de très court terme. On va à des échanges qui sont dans l'heure, la demi-heure, presque en temps réel, et des échanges qui sont aussi dans 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc ce sont la partie un peu d'échanges à terme qui se font sur une logique très financière en fait. Et les marchés concernent effectivement cette partie. Or, si on regarde comment a évolué cette partie, donc les prix sur les marchés de l'électricité en Europe, il y a plusieurs zones d'échange. Il y a eu 2 tendances. Une tendance qui est l'intégration des énergies renouvelables, qui a eu un bénéfice en quelque sorte, parce que on a des prix on va dire, des prix qui peuvent être plus bas, mais aussi la décarbonation fait qu'il y a certaines centrales, dont la fameuse centrale décriée, la centrale au gaz, qui fixent de plus en plus fréquemment les prix de l'électricité, parce qu'en fait, ils interviennent peut-être moins en termes de temps, mais quand ils interviennent, ils ont un prix élevé. Et donc ça, c'est une grande composante qui explique une partie de cette augmentation. Anne de Bregès, on comprend bien qu'il y a, et c'est essentiel peut-être pour comprendre la suite de cette émission, qu'il y a bien 2 marchés finalement de l'électricité dont on parle en fait. Enfin, il y a plein de... Il y en a plusieurs, mais il y en a celui de gros et ce qu'on appelle globalement le prix de marché. Oui, c'est le marché de gros, c'est-à-dire le prix auquel les producteurs vendent aux fournisseurs. Mais enfin, quand les fournisseurs achètent à un prix, ça se retrouve à la fin dans la facture des consommateurs. Donc, on peut dire qu'en fait, il y a un prix de marché essentiellement, avec plein de déclinaisons, qui est effectivement, comme vous l'avez dit, basé non pas sur le coût de production de l'électricité moyen, mais sur ce qu'on appelle le coût marginal, c'est-à-dire combien ça coûte de produire une unité de plus d'électricité. Et combien ça coûte ? Comme toutes les centrales les moins chères produisent déjà à fond, la seule qui peut produire une unité de plus, c'est celle qui est la plus chère en fonctionnement, et comme c'est un marché européen, qui est la plus chère en fonctionnement en Europe. Et donc cette centrale, en général, c'est une centrale à gaz. Alors à d'autres époques, quand le charbon était plus cher, avec des taxes, c'était le charbon. Mais voilà. Et donc, on peut avoir une électricité décarbonée. Enfin, pour 95% à peu près, c'est pas fait à partir de gaz, qui est fait à 95% pour un prix très stable, pour un coût très stable qui ne dépend pas de l'électricité. Ça va être la dernière unité qui va fixer l'intégralité du prix de vente. Et c'est de là que vient le problème, parce que donc ça dépend
énormément du prix du gaz. Là, on voit que quand ça a décollé complètement, c'était essentiellement à cause de la flambée du prix du gaz. Bon, après, c'est rajouté un problème nucléaire, mais disons de deuxième ordre. Aujourd'hui, ça redescend parce que le prix du gaz redescend. Et ce système-là ne peut pas perdurer parce qu'on ne peut pas avoir un prix décorrélé du coût parce que forcément, ça amène à des catastrophes à répétition. Et la dernière a été particulièrement grave. Et ce qu'on comprend bien, c'est qu'en fait, il y a une forme de deux systèmes de prix avec une espèce de matelas au milieu qui vient amortir les chocs. On parlait du marché de gros. Je crois qu'un chercheur de l'Institut Jacques Delors avait indiqué que le prix de gros avait augmenté de 254%, ce qui est énorme en France, entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022. Pourtant, évidemment qu'on n'a pas eu d'augmentation de facture directe de 254% pour les ménages français. Est-ce qu'on peut dire, Anne de Bréjas, que finalement c'est un peu le prix à payer pour les tarifs réglementés? C'est-à-dire que ça lisse les prix, que ça permet aux consommateurs de ne pas se prendre chaque choc d'un marché extrêmement volatile et que finalement, ça fait partie de ce jeu-là et qui convient, on est un peu forcé d'accepter finalement. En fait, je pense que le lissage, effectivement, permet d'amortir le choc, mais ça ne résout pas la question. Encore une fois, même dans le prix, même dans le tarif réglementé de vente, on a aujourd'hui un prix de l'énergie qui est plus de 2 fois ce que ça coûte à produire. Alors évidemment, il y a des parts qui elles ne bougent pas, le réseau, la part réseau ne bouge pas, mais on va lisser le problème, mais si les prix du gaz décollent durablement, alors le prix de l'électricité décollera de manière un peu plus lissée, mais de manière extraordinaire. Et en plus, il ne faut pas non plus oublier que tout le monde n'est pas au tarif réglementé de vente. C'est-à-dire qu'il y a déjà un gros tiers de consommateurs, de ménages qui ne sont pas au tarif réglementé de vente, qui ont opté pour ce qu'on appelle des offres de marché, donc négocier librement avec les fournisseurs. En général, ils n'ont pas trop compris quelles étaient les conséquences d'un tel choix. Et ceux-là, il y en a qui ont eu des augmentations, quand vous dites qui ont doublé, oui, il y en a qui ont eu ça largement. Et toutes les entreprises, à part les plus petites entreprises et les plus petites communes, les autres entreprises et les communes, elles, ont été exposées directement au prix de marché et se sont retrouvées avec des factures qui ont été multipliées par 3, 4, 10 pour certaines, et ça a produit des effets extrêmement graves sur l'économie, sur les communes, donc sur les systèmes publics de proximité, sur les investissements dans la transition énergétique. Ça a alimenté l'inflation. Voilà, ça a eu tout un tas d'effets qu'on n'est pas arrivé à résoudre. Et donc, on ne peut pas se contenter de lisser un prix qui est déconnecté des coûts. Un jour, il faut revenir à un prix qui correspond au coût de production. Anne Créti, sur cette décorrélation finalement entre la réalité de l'offre et de la demande qui est censée fixer le prix et ce qui se retrouve sur la facture des ménages français et européens de façon générale. Je pense que les ménages français bénéficient quand même de cet élément structurel qui constitue l'actif nucléaire. Après, la question, c'est que ces bénéfices de l'actif nucléaire se retrouvent dans nos factures d'une façon qui n'est pas directe, mais qui est indirecte, grâce aux moyens que le gouvernement a trouvé de répercuter une partie de la compétitivité d'EDF basée sur le nucléaire dans les coûts d'approvisionnement des fournisseurs alternatifs. Et donc ça, c'est toujours jusqu'à 2025 l'objectif de cette loi particulière qui était la loi de nouvelle organisation pour le marché de l'électricité, qui est opérationnelle depuis 2009 et qui arrive donc à échéance en 2025 et qui a permis quand même d'avoir un bénéfice. Ces bénéfices s'est traduit sur le fait qu'aujourd'hui notre kilowattheure en facture, c'est à peu près 0,25 centimes et ceci se retrouve sur la fourchette basse des prix de l'électricité des ménages en Europe, sachant que la moyenne, elle est plutôt à 0,28, 0,29 sur le deuxième semestre 2023. Donc, il faut toujours avoir un peu une perspective globale et considérer que les pays qui est plus cher, c'est la Belgique, où il y a quand même du nucléaire. Mais ça fait partie de la spécificité aussi de l'électricité. C'est un bien qui a, quand il arrive dans le microphone ou chez nous, ça, c'est de l'électricité, mais comme elle est produite avec des moyens de production qui sont très différents, et la proportion de ces moyens, c'est un facteur historique de chaque pays,
voilà, on ne peut pas tout changer et effectivement, il y aura des gagnants et des perdants. Oui, ce que vous dites, c'est qu'on est dépendant finalement des infrastructures même de chaque pays. Vous diriez, Anne de Bregès, qu'on est mieux loti en France qu'ailleurs ? On est mieux loti, enfin, je ne sais pas si on est mieux loti qu'ailleurs. On a un coût de production plus faible qu'ailleurs et on n'en bénéficie pas complètement. En fait, ce que vous décrit, ce que décrit Anna Créti, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui fait que pour une partie, mais c'est une entorse au marché, hein, c'est une entorse aux règles européennes. Pour une partie, on ne paye pas le prix de marché, mais on paye un prix qui a été réglementé et qui doit correspondre au coût de production du nucléaire. Mais il faut voir que cette dérogation-là, elle s'éteint en 2025, que ce qui va remplacer cette régulation du nucléaire est beaucoup moins protecteur pour les consommateurs, donc ça va être pire. Donc pour le dire autrement, on a eu cette crise majeure qui a été produite par la flambée des prix, malgré le fait qu'une partie du prix était encore régulée. Mais on va vers plus de dérégulation et on va aussi... Ce qu'il faut savoir, c'est que les tarifs réglementés de vente sont écrits partout, sont définis partout dans les textes européens comme temporaires. C'est une entorse aux règles de concurrence et donc, à terme, ils devraient être appelés à disparaître et là, ça sera pire. J'ai le chaudière qui vraiment ça consomme bien. J'ai aussi la viscère. Je remplis, puis le soir, hop, je tourne le soir pour que ça consomme pas la journée. Ça fait 106,20 €. Je vois personnellement, ça va être difficile pour moi pour la fin du mois. La nuit, je pense comment je dois faire. Est-ce que je peux finir mon mois ou pas? Je fais toujours très attention aux heures creuses. Le ballon de l'eau chaude, on l'allume le soir et on l'arrête le matin de bonne heure. Je chauffe à 18-19 et je chauffe plus du tout la chambre. Comme ça, avec une bonne couette, ça passe. Ça recommence. Qu'est-ce que vous voulez faire? On fait attention au maximum. Donc là, c'est l'emplacement de la cuisinière à bois qui va constituer le chauffage principal de la pièce. Maison sans chauffage, c'est pas possible. Et nous, c'est la première priorité pour nous quand on veut réinstaller des habitants et les mettre dans un logement digne. On voit la France qui est la courbe pleine en bleu et où le prix a été largement moins élevé que dans les autres pays européens pendant la crise de l'énergie. Et ce qu'on constate, c'est que là, avec la sortie du bouclier tarifaire, on a un prix en France qui a beaucoup augmenté alors qu'il est plutôt à la baisse dans les autres pays européens. Bon, alors on ne va pas revenir sur le débat selon lequel la France serait mieux lotie que ses voisins européens, mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui va vraiment pâtir finalement de cette augmentation des prix de l'électricité. On a commencé à faire une distinction, mais il faut savoir que qu'il y a très peu de temps, la Fondation Abbé Pierre a publié son rapport annuel sur l'état du mal-logement en France, selon lequel 26% des Français ont eu froid cet hiver. Et à titre de comparaison, c'était seulement 14% des ménages qui déclaraient avoir du mal à se chauffer en 2020. Anna Créti, qu'est-ce qui s'est passé et que peut-on faire? Est-ce qu'on pourrait mieux cibler finalement une sorte de protection face à la volatilité des prix de l'électricité en France? C'est un peu toute la question et qui a été de très forte actualité pendant la période où on a en quelque sorte distribué un peu ces subventions de façon uniforme. Et ce fameux bouclier, oui. Voilà, c'est les boucliers. Et en même temps, on a eu aussi les boucliers sur les transports. La partie bouclier énergie, donc électricité et gaz, a coûté 160 milliards. Donc c'est quelque chose parce qu'on a commencé en 2021. On a commencé dans la partie qui était un peu l'effet de rebond après Covid. Et donc, on comprend qu'il s'agit quand même de sommes importantes. La France est deuxième seulement à l'Allemagne dans cette volonté de protéger les consommateurs. Effectivement, c'est vrai que ce sont des aides uniformes et c'est un peu contraire au principe d'efficacité dans le sens où cibler les populations qui sont mal logées, plus exposées au prix de l'électricité, donc qui sont en condition de précarité voire de pauvreté énergétique, aurait été effectivement une meilleure allocation de ces fonds. Ça, à court terme. Mais après, quand on parle de logement, et c'est vraiment quelque chose que je développe aussi dans mes recherches, on a quand même tous les problèmes de la qualité du logement, parce qu'il ne suffit pas d'atténuer l'impact du prix sur les factures et donc sur la possibilité que les personnes atteignent cette température décente qui est 19 degrés selon la loi. Et ça, ce 19 degrés, il est inscrit depuis longtemps. Mais c'est en fait de mieux les protéger en augmentant la qualité du logement.
Et donc, juste pour avoir en tête de quoi on parle, les fameuses passoires énergétiques qui ont un diagnostic de performance énergétique, donc qui est avec les pires notes FG, dont on a aussi d'autres mesures, sur lesquelles on a d'autres mesures, ça couvre à peu près les 30% du parc aujourd'hui de logements en France. C'est pas rien. Anne de Bregès, Anacréti parlait de 160 milliards, enfin d'un coup que ce bouclier avait représenté, et les subventions avaient représenté pour l'État. C'est d'ailleurs un argument de Bruno Le Maire de dire en fait ça a coûté trop cher aux finances publiques et il est temps de resserrer les cordons de la bourse. Est-ce qu'on aurait pu mieux cibler cette aide? Est-ce qu'on aurait pu la penser différemment? Est-ce qu'on aurait pu prendre à bras le corps le problème du marché de l'électricité vous saisissez? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est-à-dire, alors moi j'avais pas les chiffres de 160 milliards parce qu'il dit à d'autres moments 40 milliards, mais enfin peu importe, c'est des sommes très importantes et ça c'est indéniable. La question c'est, malgré ces aides, encore une fois, les gens continuent, tous les consommateurs, entreprises, particuliers, etc., continuent à payer beaucoup plus que le prix. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça ? Tant qu'on continue, parce qu'en fait, on se partage le surcoût entre consommateurs et État. Je comprends bien qu'il y a besoin d'argent public, et notamment pour faire l'investissement dans la transition énergétique. Vous avez parlé de l'isolation des bâtiments, mais pour faire ça, donc il y a besoin d'argent public. Il y a besoin aussi de visibilité sur les prix. Et là, on l'a pas. Quand on écoute les communes qui disent on a bloqué les investissements, notamment pour isoler les bâtiments. Quand on écoute les industriels qui disent pour décarboner notre industrie. Pour beaucoup, il faut électrifier certains procédés et ça, on ne peut pas le faire tant qu'on a un prix de l'électricité qui est variable comme ça. On voit bien qu'il y a un problème. Ils disent tous, on a besoin non seulement d'un prix le plus bas possible, mais aussi d'un prix stable. Et juste, je voulais dire un mot sur à qui ça touche finalement ces prix. Évidemment, c'est beaucoup plus dur pour les ménages les plus précaires. Je sais que le gouvernement s'est un peu vanté du fait que grâce à ces prix élevés, on avait moins consommé. Mais bon, évidemment, il faut aller vers la sobriété, il faut aller vers la baisse de la consommation, c'est incontournable par rapport à la crise climatique. Mais il faut y aller de manière organisée, en protégeant les usages essentiels, en priorisant. Il faut organiser ça. Et donc, il faut des tarifs publics qui permettent, par exemple, d'avoir la gratuité ou un prix moins élevé des usages de base. Tout ça, on peut pas le faire en univers de marché. Voilà, il faut planifier et il faut organiser. Et on peut pas dire on va monter les prix et puis ceux qui pourront pas se payer l'électricité, tant pis pour eux. C'est un usage de première nécessité. Anacréti, je vois que vous avez envie de réagir, mais sachez que vous n'êtes pas la seule à avoir envisagé des solutions en termes de visibilité et de stabilité des prix. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, s'est aussi exprimée sur le sujet. C'est ça qui est scandaleux en fait, c'est que cette augmentation, elle est le fruit unique d'une décision de l'État. On pourrait faire autrement. La CGT, elle revendique le retour aux tarifs régulés de l'énergie qui permettait aux collectivités et aux ménages et aux entreprises d'ailleurs d'anticiper et de sortir les prix de l'énergie de la spéculation. Et cette hausse de 10%, elle s'additionne aux quasiment 45% d'augmentation depuis 2 ans. Elle va mettre en grande difficulté les ménages et aussi les entreprises, les petites entreprises et les artisans. En fait, il faudrait un impôt plus juste. On a dans le même temps un État qui supprime la contribution sur la valeur ajoutée, donc que payaient d'abord les plus grandes entreprises. Ça représentait en gros 5 milliards par an, un peu plus de 5 milliards par an. Donc au lieu de faire ça, on baisse les impôts pour les plus grandes entreprises et par contre on augmente ce que payent les ménages, les petites entreprises, les artisans, etc. Et on va augmenter les difficultés économiques d'un certain nombre de petites entreprises. Et sur l'énergie, il faudrait un débat d'ensemble pour sortir les prix de l'énergie de la spéculation, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Donc il y a eu un nouveau mécanisme pour sortir de l'arène, le mécanisme de régulation des prix de l'électricité, qui d'abord s'applique seulement en 2025, qui en plus est une usine à gaz et qui ne va pas résoudre le problème. Ce qui fonctionnait bien, ce qu'il faut rétablir, c'est les prix réglementés de l'énergie pour sortir l'énergie de la spéculation. Sortir les prix de la spéculation, c'est la proposition faite par Sophie Binet. Anacréti, ça vous semble être une piste envisageable pour gagner en visibilité, en stabilité vis-à-vis des prix de l'électricité? Alors moi, je ne pense pas qu'on puisse parler de spéculation. Déjà, la spéculation, c'est un mot qui est lourd, dans le sens que ça signifie qu'il y a en fait un décollement des fondamentaux, notamment des coûts de production. Et il me semble que quand même, il y a plusieurs entités qui s'occupent de regarder si justement il y a des abus, s'il y a des positions d'achat ou de vente qui ne respectent pas les besoins. Donc il s'agit de
du travail du régulateur de l'énergie d'une part et de la commission aussi de concurrence qui scrute de très très près ces actions. Donc déjà, je pense que c'est une allégation forte qui n'est pas fondée et que voilà, plusieurs fois, je pense, RTE dans l'année qui a suivi a fait des analyses dans ces sens, validées par la CRE. Et deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est un tarif régulé, comment on le fixe et alors déjà les tarifs qui existent sont une exception et par exemple dans les gaz ils n'existent plus, mais on ne pourrait plus avoir des tarifs régulés en tant que tels dans un marché européen. France Culture. Économisez l'électricité. Une petite lampe vous éclairera aussi bien qu'une lampe plus forte si vous prenez la précaution de la disposer correctement. Entendez-vous l'écho? Votre aspirateur, madame, est une commodité et non une nécessité. En ces temps de disette, une pelle et un balai peuvent souvent rendre les mêmes services. L'industrie, les transports et le ravitaillement ont un besoin indispensable de courant. Laissez-en le plus possible à leur disposition. Savoir lire un compteur est chose facile qui vous évitera des désagréments et vous permettra d'économiser l'électricité. Aliette Ovine. Anne de Bréjas, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé au sein de cette émission consacrée aux raisons qui expliquent l'augmentation de ce prix d'électricité. C'est qu'en mars 2023 a été présentée à la Commission européenne la réforme du marché de l'électricité. Un accord a été conclu le 14 décembre. Quel est le but de cette réforme, Anne de Bréjas ? Est-ce que ça va dans ce sens-là, de lutter contre la spéculation dont parlait Sophie Binet un petit peu avant ? En fait, la réforme, elle est venue après, en réponse à la crise un peu assez spectaculaire qu'il y a eu avec l'envolée des prix de marché qui ont dépassé, ils ont été multipliés par 20, 25 à certaines périodes. Hein. Donc ça a entraîné des faillites. Je fais un aparté. Allez-y, ça a entraîné aussi, parce que Sophie Binet, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, hein, mais c'est aussi, le problème se pose pas seulement pour les petites entreprises, pour les entreprises de toute taille, y compris pour les industries. Et quand on se compare avec nos voisins européens qui sont dans le même piège que nous, en fait, qui est le marché d'électricité, bon, on voit pas forcément les choses, mais l'Europe a perdu de la compétitivité par rapport à d'autres continents et les industriels disent qu'ils commencent à délocaliser vers les États-Unis, vers le Canada. Bon, ça, c'est un aparté. Maintenant, est-ce qu'on pourrait... en fait, on peut rester dans les échanges européens d'un point de vue physique, c'est-à-dire continuer à importer et exporter notre électricité comme on le fait aujourd'hui, éventuellement via un mécanisme de marché, et revenir à un système public en France et dans les pays qui le veulent, avec un opérateur public comme était EDF, qui détient les moyens de production et qui fixe les tarifs sur la base des coûts de production, en incluant évidemment les prix et les recettes des imports-exports. C'est absolument faisable d'un point de vue technique, c'est faisable d'un point de vue organisationnel. C'est-à-dire que le marché européen, les bourses européennes, au lieu de voir plein d'acteurs privés en France, elles verraient un acteur public. Donc il y a rien d'impossible là. La seule question, c'est est-ce que l'Europe accepterait ? Bon, moi je pense que c'est une dérogation qui est tout à fait acceptable. Si c'est pas acceptable, alors là, il y a des questions à se poser sur la construction européenne. Anna Créti, sur l'acceptabilité d'une telle vision du marché de l'électricité. Je pense que déjà dans les cadres actuels, EDF reste un opérateur, pas public au sens, mais dont le capital est quand même public, et il intervient dans les marchés avec une optique qui est un arbitrage entre certains éléments qui lui sont fixés par son actionnaire et d'autres éléments qui sont des éléments de marché, et EDF est aussi un acteur international qui a eu une politique d'expansion à l'étranger grâce au fait que ces marchés existent et qui permettent l'entrée de nouveaux opérateurs. Donc, toute la question sur laquelle un peu, si je peux focaliser et arriver, est-ce que le marché est efficace ou pas, selon les évaluations qu'on fait en comparant les marchés, que ce soit celui européen ou d'autres marchés qui ont choisi aussi de s'ouvrir à la concurrence, il y a quand même toute une série d'inefficacités des monopoles régulés auxquels cette structure de marché plus concurrentielle répond. Mais c'est vrai que c'est une concurrence pour un bien très particulier qui est toujours accompagnée par une série de règles, et même l'évolution du marché de l'électricité qui a commencé en 96 a été toujours suivie par des améliorations, par des suivis, par des interventions, par toute une série de règles qui font que on n'échange pas l'électricité quand même comme un bien quelconque. Donc c'est un marché mais qui reste quand même extrêmement cadré. Et la réforme en question, que j'appelle toujours révision et non pas réforme, accentue quelques éléments de cadrage.
Anne de Bréjas. Oui, c'est un marché qui est complètement artificiel. C'est-à-dire que l'électricité, c'est un bien particulier pour plein d'aspects. D'abord parce que c'est un bien de première nécessité, mais aussi parce que d'un point de vue physique, il faut maintenir l'équilibre exact entre toute la production et toute la consommation à chaque instant sur le réseau. Ça veut dire que si un producteur fait défaut, c'est pas juste ses clients à lui qui vont en pâtir, c'est tout le réseau qui risque de s'effondrer. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement coopératif qui nécessite, moi je travaille dans l'optimisation, donc on a des outils compliqués d'optimisation pour voir à quel moment, qu'est-ce qu'il faut développer, dans quels investissements faut faire, à quel moment il faut placer les maintenances et à quel moment il faut produire quoi. On met pas une centrale en concurrence par rapport à une autre, c'est jamais comme ça que ça se produit. Donc en fait, on a créé, alors la seule concurrence qu'on est arrivé à faire, c'est la concurrence de ce qu'on appelle la fourniture, qui est une activité qui a été créée au moment de l'ouverture des marchés pour justifier cette concurrence. Et les fournisseurs, ils font quoi? Ils achètent de l'électricité pour la revendre sans rien faire physiquement. C'est-à-dire que ils la choisissent pas, c'est le même pour tout le monde. Ils la stockent pas, ils la transportent pas, ils la livrent pas. Ils font un acte commercial et financier. Toutes les associations de consommateurs disent on voit pas à quoi ça sert les fournisseurs. Bon voilà, on a construit un système qui est pas du tout adapté à l'électricité. Effectivement, comme c'est tellement peu adapté, on n'arrête pas de rajouter des rustines et des contournements pour essayer de l'améliorer. Et on voit effectivement que depuis 20 ans, on a fait ça. Et pourtant, on a eu cette crise où même Bruno Le Maire, dès septembre 2021, disait mais le prix est complètement aberrant, il faut faire quelque chose. Là, on est à l'étape d'après. Donc, tout le monde a dit que c'était aberrant, que c'était quand même invraisemblable qu'on ait un prix qui corresponde pas au coût et qu'on ait cette crise-là, alors que si on était resté dans le système public, on n'aurait pas eu de crise de l'électricité. Là, on a refait une réforme pour rajouter des rustines sans vouloir remettre en cause le cadre. Et donc, on arrive à un système encore plus compliqué qui ne nous protège pas. Ça veut dire qu'à la prochaine flambée des prix du gaz, telle que la réforme est écrite, on sera encore plus exposé qu'aujourd'hui. Voilà où on en est, parce qu'on n'y arrive pas et parce qu'on ne peut pas y arriver. Et malheureusement, c'est la fin de cette émission. Je sais qu'Anna Créti, vous souhaitiez réagir. C'est dommage de terminer sur on ne peut pas y arriver, mais je pense que c'est tellement au cœur. S'il y a peut-être un enseignement de cette crise, c'est qu'on se pose sérieusement la question, et ça, je pense qu'on va y arriver. Et on continuera à suivre de toute façon le sujet ici. Entendez-vous l'écho. Merci à toutes les deux, Anna Créti et Anne de Bréjas, d'être venues nous expliquer les mécanismes complexes mais pourtant essentiels du marché de l'électricité. Tout de suite, on retrouve la chronique de Dominique Méda.